Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de cette édition, au Nigeria, des femmes rejoignent le combat contre le groupe islamiste Boko Haram qui avait enlevé des lycéennes à Chibok. Elles intègrent notamment des groupes de chasseurs qui protègent les villages. Reportage de nos correspondants. Elle est féministe et patronne de l'une des principales agences de publicité et communication en Europe. Mercedes Hera est notre invitée cette semaine. Elle nous racontera son parcours fulgurant et surtout nous expliquera comment concilier ses valeurs et son métier dans un domaine, la pub, qui véhicule encore souvent une image dégradante des femmes. Mais pour commencer, donc direction le nord-est du Nigeria où les chasseurs traditionnels soutiennent l'armée pour combattre Boko Haram. Parmi eux, quelques dizaines de femmes participent aux missions de contre-insurrection. Reportage de Rosie Collière et Emmanuel Landais. Les chasseurs sont mis à l'épreuve lors de la simulation d'une embuscade. Des femmes font partie du contingent. L'égalité face à l'adversité, car le sexisme n'est pas une option dans cette communauté qui se bat contre un des groupes les plus meurtriers du monde. J'ai décidé de me joindre à mes collègues chasseurs en mission parce que notre chef a montré beaucoup de courage et d'amour pour ce pays en combattant Boko Haram dès le départ. Et parmi les armes utilisées, il y a aussi celles qui font partie du folklore et de la superstition avant de se battre. Les chasseurs sont arrosés d'un liquide dont la formule est tenue secrète, censée les protéger contre les balles. Et alors que les combattants hommes sont doués d'une certaine force physique, les femmes, elles, possèdent d'autres avantages. Le mot est répandu parmi nos ennemis qu'il y a des femmes chasseurs. Sachez que celui qui sous-estime une femme peut être pris par surprise et c'est la force principale d'une femme. Ces femmes et ces hommes sont vus comme des héros. Ils surveillent et protègent la ville contre Boko Haram depuis que l'armée a quitté les lieux. Mais malgré leurs efforts, Boko Haram fait encore des victimes et plusieurs Nigérians ont perdu un membre de leur famille après une attaque de la secte islamiste. Quand j'ai décidé de rejoindre les chasseurs, je ne pouvais même pas tirer en fusil. Mais le chagrin d'avoir perdu ma petite sœur m'a poussé à les rejoindre. Boko Haram a envahi la communauté où nous vivions et enlevé ma petite sœur. Nous avons la même mère et le même père. Je ne l'ai pas revue depuis ce jour-là. Je dois venger ces ravisseurs et tous ceux qui s'associent à eux. Je veux qu'ils reviennent ici afin que je puisse prendre ma vengeance. C'est pour ça que j'ai rejoint les chasseurs. Ces chasseurs sont régulièrement appelés par l'armée pour participer à des missions, notamment la libération des lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram. Hamzat a mis ses 7 enfants et ses grands-parents en sécurité dans un autre état du pays. Elle veut être prête jour et nuit à arpenter forêts et montagnes à la recherche de sa sœur. Le sexisme dans la pub, un thème qui fait régulièrement réagir les associations féministes, mais aussi les pouvoirs publics. Au Royaume-Uni, par exemple, le maire de Londres a interdit des campagnes d'affichage dans le métro, poussant les citoyens et surtout les femmes à se conformer à des représentations irréalistes du corps. Mercedes Hera, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes fondatrice de BETC, une des principales agences de publicité et de communication en Europe, classée aussi à un moment donné 2e agence la plus créative au monde. Vous êtes présidente exécutive d'Avas Worldwide et vous êtes aussi une féministe assumée, impliquée dans de nombreuses associations. Alors je cite le Women's Forum, Ni pute ni soumise. Vous êtes membre de la commission sur l'image des femmes dans les médias. Quelle est la raison, l'origine de votre engagement ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire parce que c'est des choses qui remontent en vous de façon un peu naturelle. Donc d'abord peut-être l'enfance où je trouvais que j'avais un papa et une maman tout à fait bien. Mais je trouvais que ça avait l'air d'être mieux pour mon papa que pour ma maman. Ma maman, moi je suis née en Espagne, à Barcelone. Ma maman, elle devait être à la maison. Et en fait, elle n'était pas du tout faite pour être à la maison. Donc elle s'ennuyait à faire le ménage, les rangements. Elle ne trouvait pas ça très intéressant. Et puis j'entendais de temps en temps mon père dire qu'il gagnait l'argent. Vous vous êtes dit, c'est pas juste, j'ai envie moi aussi de gagner de l'argent. J'ai trouvé que c'était pas juste. J'ai trouvé, d'abord, j'ai une admiration sans fond pour les femmes, parce que j'ai trouvé qu'on méprisait tous ces travaux de l'intérieur qu'elles continuaient à assumer. Ça me choque toujours. Et qu'elles continuent à assumer en majorité, même quand elles travaillent. Ah bah bien sûr. Pas grand-chose a changé. On a des chiffres, des données. Et ça, c'est pour moi, il y a un respect à avoir pour cette responsabilité qu'elles ont. Les femmes sont extraordinairement responsables. C'est ce qu'on trouve partout dans le monde. Moi, j'ai toujours été marquée par le fait que Younous
qui donnaient les microcrédits. Il les avait accordés non pas par principe aux femmes, mais parce que simplement, il s'était rendu compte de deux choses. C'est qu'elle rendait l'argent, bonne nouvelle, et deuxièmement, qu'elle faisait le bien autour d'elle, dans la famille, et que l'argent donné aux hommes n'avait pas exactement le même usage. Oui, et que ça avait un impact sur la communauté Absolument. quand c'était pour les femmes. Alors, vous êtes donc féministe, mais vous êtes aussi patronne de l'une des principales agences de publicité en Europe. A priori, publicité et féminisme sont deux mondes plutôt irréconciliables. Vous allez nous dire comment vous conciliez les deux, mais avant, je vous propose de regarder ce sujet qui revient un peu sur l'histoire de cette publicité et de la représentation de la femme dans la pub. Oh, très bien. Dès les débuts de la réclame, dans les années 50, c'est mal parti pour les femmes. Elles sont d'abord soubrettes, harcelées par le patron. Puis diplômées en dactylographie, elles passent secrétaire et prennent la dictée, du patron toujours. Enfin, on les cantonne au foyer. Ainsi naît le prototype de la ménagère de moins de 50 ans. Heureuse? Comblée. La publicité est obligée de communiquer en très peu de temps, en 30 secondes, donc elle doit marquer un coup. Elle doit chaque fois être efficace. Et quoi de plus efficace que de tailler un portrait un petit peu à la hache, à la serpe, qui va marquer les gens. Changement de ton avec la working girl des années 80. Au travail comme au restaurant, c'est elle qui porte le pantalon et prend le volant dans Paris. Quelques années plus tard, la femme mène aussi bien sa vie que celle de sa commune. Qui je suis? Mère de 3 enfants et mère de ma ville de 15 000 habitants. Mais ça ne s'écrit pas pareil. Vous êtes une femme Barbara Gould. Mais dans les années 2000, les femmes tombent le haut et enlèvent le bas sans trop réfléchir. C'est l'époque du porno chic initié par Tom Ford et ses affiches à scandale. Depuis, la femme est hyper sexualisée, offrant son corps en marchandise. Et les réseaux sociaux, loin d'innover, utilisent les bonnes vieilles recettes de vente. En fait, nous nous heurtons à un énorme marché qui pèse extrêmement cher et avec des réactions au sens strict. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un mouvement, je dirais, de la rue, d'un certain nombre de femmes et de quelques hommes qui réagissent contre ce sexisme ambiant. Un mouvement qui touche les publicitaires eux-mêmes. L'an dernier, l'américaine Madonna Badgers a lancé une campagne contre l'objectivation des femmes. Dans cette vidéo, des mannequins dénoncent des images dégradantes pour la condition féminine. Objectif, sensibiliser les annonceurs et tordre le cou aux clichés. Et même si la voix des féministes a du mal à se faire entendre, la contestation pourrait bien être en marche. Alors Mercedes Serra, vous êtes féministe et patronne dans la publicité. Ça suscite quoi comme réaction chez vous? D'abord, ça suscite que la publicité a autant de clichés sur elle que les femmes. C'est-à-dire qu'on dit n'importe quoi sur la publicité. Publicité, pour être simple, c'est une activité que le monde a toujours utilisée, que vous utilisez dans votre télévision, que vous utilisez partout, parce que les gens, quand ils veulent faire connaître leurs produits, leurs marques, leur télé, et ils en parlent. Et quand ils parlent de leur travail, ils en parlent en positivité. Donc après, il faut des règles dans les publicités, comme il faut des règles partout. Et ça, c'est une chose importante. Si je reviens aux annonceurs, vous pensez bien qu'ils ne veulent pas s'énerver sur les femmes. Car les femmes, c'est leur première cible. C'est elles qui achètent. Elles font tout, les femmes, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, elles achètent tout, elles s'occupent de tout. Donc, ils veulent s'entendre avec elles. Donc, tous les films que vous voyez, d'abord, ils sont testés. Et c'est très rare. Vous avez, dans ce film, c'est très intéressant parce qu'il y a des utilisations, par exemple, de la publicité à la fin, qui sont utilisées par les créateurs de mode, qui, eux, n'ont pas d'agence de publicité, sont libres. Et là, on peut interroger la mode. Mais en général, les annonceurs sont un peu classiques. Ils testent leur campagne auprès des femmes. Donc, en gros, si je vous comprends bien, vous parlez à la fois d'un asservissement volontaire ou que finalement, si les femmes se reconnaissent... Non, on regarderait ensemble ce qu'on a fait. Parce que moi, je fais partie, vous savez, je suis tellement féministe que j'ai à peu près fait partie de tout ce qui peut faire bouger la femme, y compris dans la publicité. Si vous regardez les publicités,
il y a peu de publicités qui sont violemment sexistes. On a un système de régulation qui est très violent dans la publicité. Les créatifs disent qu'il est trop violent. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir un système de régulation fort. Et en général, dans l'année, on a 10 publicités qui sont choquantes et sur lesquelles on est obligé d'intervenir. Et je trouve ça très bien qu'on soit surveillé. Après, je suis un peu triste que le rédactionnel, qui est beaucoup plus lourd que la publicité, soit moins surveillé. Il y a des efforts en ce moment pour le surveiller, mais heureusement, parce que c'est beaucoup plus important que la publicité. Alors maintenant, je voudrais revenir à la publicité, parce que vous me posez des questions. Très rapidement, parce que c'est malheureusement presque la fin de l'émission. Je comprends, mais il faut comprendre comment marche la publicité. On s'adresse aux femmes, et on s'adresse aux stéréotypes des femmes. Donc en général, par exemple, aujourd'hui, on ne peut plus montrer une femme qui fait le ménage. Pourtant, elles font le ménage. Ça veut dire que la publicité, elle peut être un peu en avance, mais pas trop en avance. Elle est un peu en avance parce qu'elle montre déjà des femmes qui ne sont pas destinées à faire le ménage, et pourtant elles le font. Donc un petit peu en avance. En revanche, quand vous montrez trop de working women, elles ne veulent pas. Et elles ne veulent pas parce qu'elles sont en période transitoire et elles ont du mal à assumer ces images. Il faut travailler avec cela. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Mercedes Serra, d'avoir été avec nous. Avant de nous quitter, un mot pour vous signaler la diffusion cette semaine sur nos antennes d'un reportage exclusif de nos journalistes qui ont plongé dans l'univers des femmes du djihad pour rencontrer ces Françaises parties ou revenues de l'organisation de l'État islamique, leur parcours, leur motivation et leur déception parfois. Il s'intitule « Les sœurs femmes cachées du djihad », une enquête signée Marina Ladoux, Étienne Huvert et Roméo Langlois. Voilà, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.